venu écouter parler de numérique responsable et un peu d'artisanat logiciel, de craft. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Cécilia Bossard, je suis dev senior plus parce que il n'y a plus de mots au-delà de senior, chez Shodo à Nantes. Je fais partie de la core team des Duchesses. Je suis aussi co-organisatrice du Meetup Software Crafters à Nantes. Je fais aussi de la politique dans le parti pirate. Et autrement, quand j'arrive à trouver du temps, je m'occupe de mes abeilles. Je suis aussi apicultrice. Donc s'il y a un des sujets qui vous intéresse, n'hésitez pas à venir me parler dans les couloirs. Alors, on va commencer par un petit état des lieux, faire un bilan de la responsabilité du numérique dans ce qui concerne les problèmes sociétaux et environnementaux. J'espère que vous étiez de bonne humeur parce que ça va peut-être changer. Alors déjà, on va voir en quoi le numérique est source d'exclusion. Parce que quitte à commencer directement, on tape bien. Alors, le numérique est déjà source d'exclusion de par l'électronisme. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est que l'électronisme? Donc, les personnes qui sont en situation d'électronisme sont des personnes qui rencontrent des difficultés à utiliser des appareils numériques ou des outils informatiques. Donc, en 2021, d'après l'INSEE, ça commence déjà, ça concerne environ 15% de la population française. Donc, c'est donc quasiment une personne sur 6 exclue du numérique en France. Le numérique exclut aussi à cause des ressources financières. Donc c'est un énorme frein à l'accès au numérique. En fait, c'est un problème de ressources. En 2019, c'est 9,2 millions de Françaises et Français qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc évidemment, ces personnes, elles n'ont pas les moyens de s'acheter le dernier smartphone qui va leur permettre de faire tourner toutes les dernières versions des applications. Et puis, elles ne vont pas non plus avoir les moyens de s'acheter des PC avec plein de RAM qui vont permettre d'afficher des sites qui utilisent les derniers frameworks JS à la mode. Alors, excusez-moi, je vais beaucoup taper sur les frameworks JS. Je suis vraiment désolée, le prenez pas mal. Donc, en plus de l'électronisme et des ressources financières, on a aussi des problèmes de connectivité. Il y a toujours des zones blanches en France, et partout dans le monde aussi, ou des zones avec une très mauvaise connectivité. Tout le monde n'a pas encore la 4G. Ça paraît un peu fou, mais c'est le cas. Alors, on ne va même pas parler de la 5G ou de la fibre. Il y a des zones où ce n'est pas du tout possible. Évidemment, ces zones avec une faible connectivité vont brider les personnes dans leur utilisation du numérique. Chaque site ou chaque application qui va nécessiter de télécharger beaucoup de données, finalement, ce ne sera pas du tout utilisable pour eux et ils vont abandonner. Se sentir encore exclus de ce milieu. Et le numérique, c'est quand même un secteur qui est particulièrement validiste. Donc le validisme, ça repose sur l'idée qu'une personne valide représente la norme sociale. Et qu'une personne qui ne l'est pas est donc hors norme, et que c'est à cette personne hors norme de s'adapter aux outils, parce qu'on l'a fait pour la majorité des gens. Actuellement, il y a quand même encore très peu d'applications logicielles qui sont accessibles. Et l'accessibilité, c'est rarement une priorité. Et donc, de fait, le numérique va exclure encore une bonne partie de la population. Donc là, on a encore une personne sur 6 en France qui est déclarée handicapée. Mais alors, les chiffres sont sûrement sous-estimés, parce que c'est les personnes qui sont déclarées handicapées. Tous les handicaps ne sont pas forcément déclarés. Et puis, c'est sans compter sur les handicaps, on peut dire temporaires. On se casse une main, on a un problème de vision quelconque, on porte un enfant, on ne peut pas utiliser les outils comme on veut. Donc, c'est encore une façon d'exclure une bonne partie de la population. Quand je dis exclure, je veux dire, c'est pas on ne le fait pas forcément exprès. Hein. Le secteur du numérique fait aussi pas figure d'exception dans notre société où le racisme et la misogynie, c'est un quotidien. Hein. Ça fait tous les jours la une de la presse, ou en tout cas, ça devrait peut-être un peu plus. Et on va prendre un exemple à la mode, par exemple. On va parler des IA. Donc les IA sont actuellement bien souvent entraînées donc sur des données qui vont se retrouver biaisées. Et elles vont se retrouver à avoir des comportements donc soit racistes, soit misogynes.
C'est malheureusement encore beaucoup le cas. Il y a eu un exemple chez Amazon, par exemple, qui a essayé d'utiliser une IA pour, pour l'aider à faire son recrutement. Donc l'IA, logiquement, elle a été entraînée sur la base des employés actuels d'Amazon, des employés de l'IT, vous voyez bien à peu près. Hein. Donc bilan, elle a écarté systématiquement tous les CV féminins. Bon, ça s'est un peu vu quand même, c'était un peu visible, donc l'IA elle a été mise au placard. Mais c'est assez symptomatique des problèmes de biais que peuvent avoir toutes ces IA. Voilà. Au moins celle-ci, elle a eu le mérite de bien mettre en avant ce problème. Et ils sont venus sur un recrutement manuel, avec des humains. Et en parlant de problèmes de diversité dans le numérique, on ne peut pas nier qu'on a un sérieux problème de boys club quand même. Voilà, regardez les participants au ConfTech. Ouh, les filles, ouh. Il y en a quelques-unes quand même. Voilà, donc les ConfTech, les équipes de dev, voilà, c'est quasi exclusivement des hommes voilà, blancs en plus. On peut rajouter un peu plus de racisme. Voilà. Donc le numérique, ça reste un secteur essentiellement masculin où les rares femmes qui s'y aventurent finissent par fuir à cause de la toxicité du milieu. Il y a un rapport d'Accenture et Girls Who Code qui a révélé que 50% des femmes employées dans l'IT délaissent leur job avant même d'avoir 35 ans. C'est quand même assez énorme. Pour comparer, dans les autres secteurs, cette proportion est plutôt de l'ordre de 20%. On est quand même à 50%. Ouh, j'ai bien plombé l'ambiance. Voilà, donc, en plus d'avoir un impact social plutôt négatif, le numérique c'est aussi une source de pollution. Donc, je vais continuer de mettre la folie dans cet amphi. Alors, la première source de pollution du numérique, ça va être l'extraction de minerais. Alors, on a besoin de nouveaux minerais pour produire donc, nos nouveaux terminaux, nos nouveaux téléphones, nos nouvelles machines, nos nouveaux serveurs. Et clairement, cette extraction, c'est une catastrophe écologique et humaine. Alors, on va prendre quelques exemples. En Amazonie brésilienne, les rivières elles sont durablement polluées par l'industrie minière de l'étain et du tantal. Donc en Chine, dans la région du Baotou, c'est l'air, l'eau et les sols. Donc, je ne sais pas si on peut polluer encore autre chose. Qui sont pollués par d'importants rejets toxiques à cause de l'extraction des terres rares nécessaires à la fabrication des composants. Voilà, et alors c'est que 2 exemples parmi énormément d'exemples. Quasi toutes les zones de la planète sont touchées par cette pollution. Je vais être un peu ironique, sauf évidemment les pays destinataires de ces minerais une fois transformés. Nous en fait on ne voit pas, on n'est pas impacté. On va essayer de ne pas voir. On va fermer soigneusement les yeux sur ces problèmes. Et en plus de polluer, en fait, ces minerais ils sont en quantité limitée. Voilà. On peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on va faire une fois que ces minerais seront épuisés? Et l'impact de l'extraction des minerais, c'est pas qu'un problème de pollution, c'est aussi une source de conflits armés. Typiquement à l'est de la République démocratique du Congo, le commerce illégal du tungstène, de l'étain, du tantal et de l'or va financer la guerre civile. Et ils sont d'ailleurs nommés les minerais de sang. Alors si vous voulez en apprendre plus, je vous ai mis là un QR code qui va vous mettre le lien vers une autre conférence, celle de David Maenda Kitoko, qui s'appelle « Pour une écologie décoloniale du numérique ». Elle est hyper intéressante, mais alors attention, voilà, il fait mention de violences sexuelles, de crimes de guerre. C'est assez rude à voir, mais elle est vraiment très, très intéressante. Donc la fabrication de nouveaux terminaux, on a vu que c'est quand même extrêmement polluant. Et malgré tout, les industries du numérique vont inciter les consommatrices et les consommateurs à changer leurs appareils le plus souvent possible. Alors on peut juste regarder les offres promotionnelles pour acheter le dernier iPhone qui vient de sortir, ou les offres des opérateurs téléphoniques qui offrent pour 1 € un nouveau smartphone. On change de forfait, on change de téléphone, alors que le précédent fonctionne encore très bien.
Et il y a aussi un grave problème d'obsolescence programmée de nos appareils qui va nous forcer à les renouveler régulièrement. Alors, je voudrais juste faire un petit sondage rapide. Qui parmi vous utilise au quotidien un smartphone qui a plus de 2 ans? Ouais, qui a plus de 4 ans. Ouais, qui a plus de 6 ans. Ouh. Et qui fonctionne avec l'OS d'origine encore? Ah oui, non, plus de 6 ans avec l'OS d'origine. Ouais, voilà. Voilà. Donc il n'y a plus personne. Donc il y a clairement, voilà. On peut pas mettre à jour actuellement un smartphone de plus de 6 ans, avoir les mises à jour de sécurité et faire en sorte qu'il fonctionne encore avec l'OS d'origine. Voilà. Et une fois que notre téléphone est inutilisable, on va le changer. Et qu'est-ce qu'on fait de l'ancien? Alors soit il va rejoindre tous ces petits copains dans le fameux tiroir dans lequel on a les smartphones, les chargeurs, les câbles, les trucs voilà, au cas où. Voilà. Soit on va le jeter, enfin le mettre à dur circuit, en espérant qu'il soit recyclé. Donc un rapport de l'ONU de 2013 évaluait que 75% des déchets électroniques échappent aux filières légales de recyclage. Et pour les déchets qui parviennent jusqu'aux filières de recyclage, déjà une faible proportion, leur design empêche en fait de récupérer les matières premières. Donc de nombreux métaux comme le gallium, le germanium, l'indium, le tantal et les terres rares ne sont en fait pas recyclés au final. Et puis qu'est-ce qu'on fait de ces déchets? On les met loin de notre vue, voilà, dans des décharges à ciel ouvert où voilà, on va continuer de polluer le sol, l'eau. Voilà, pour boucler la boucle, parce que sinon ça ne serait pas rigolo. Donc, la fabrication des terminaux, c'est de loin la plus importante source de pollution dans le numérique, c'est 80% de la pollution. Mais il faut aussi qu'on parle de la consommation énergétique. Donc Green IT estimait qu'en 2015, le numérique français consommait environ 56 TWh. Ça vous parle, hein? Donc c'est à peu près 12% de la consommation électrique française. Et l'association Negawatt estime que la consommation électrique du numérique devrait augmenter de 15 TWh d'ici à 2030, donc faire plus 25% par rapport à 2015. Donc ça porterait la part du numérique à environ 15% de la consommation électrique du pays, ce qui représente quasiment la moitié de la consommation du secteur industriel. Donc c'est quand même pas rien. Et vous allez me dire, oui, bon, l'électricité en France, c'est quand même en grande partie décarbonée, on a le parc nucléaire, tout ça, c'est pas si pire quand même. Le problème, c'est que c'est pas le cas partout sur la planète, et on ne peut pas garantir l'origine de l'électricité qu'on va utiliser pour faire tourner nos applis. Surtout, particulièrement, quand on utilise le cloud, où en fait les serveurs, en fonction de chez qui on va, on ne sait pas exactement où les serveurs sont situés, quelle électricité va être utilisée. Et donc on peut se retrouver à utiliser de l'électricité issue de centrales à charbon ou autre, et donc continuer de polluer joyeusement. Et j'ai pas fini, je suis désolée, je vais continuer. Allez, encore un petit. Voilà, tout ce qu'on a vu précédemment, justement, c'est pas près de s'atténuer grâce, à cause, je ne sais pas, choisissez, à l'effet rebond. Donc l'effet rebond, c'est un accroissement de la consommation qui est provoqué par la réduction des limitations. Dans le cas du numérique, ça va être l'amélioration des transferts de données, donc avec 4G, 5G, fibre et tout ça. Donc ça aurait dû nous permettre une diminution de la consommation énergétique. Au contraire, parce qu'on a voulu un meilleur transfert de données, parce qu'on a un meilleur transfert de données, on va pouvoir évidemment augmenter le volume de données transférées. Donc on va s'attendre à une augmentation notable de la consommation électrique du secteur du numérique, du fait de la plus grande efficience des réseaux. Donc c'est totalement paradoxal avec le but qu'on avait d'améliorer cette efficience pour diminuer la consommation. Et je vais boire parce que j'ai oublié de sortir ma coupe. Donc maintenant que j'ai bien plombé l'ambiance, je sens que... on va regarder un peu ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer la situation. Je vous rassure, il reste un peu d'espoir si on s'est mis tous ensemble maintenant, voilà.
Donc on va regarder ce que propose le numérique responsable. Alors, on devrait d'ailleurs parler plutôt de numérique acceptable que de numérique responsable, parce qu'en fait, à partir du moment où on va développer un service numérique, on aura forcément un impact négatif, ne serait-ce que sur l'environnement. Donc voilà, donc c'est plutôt acceptable que responsable. Mais bon. Dans le reste, je vais parler de numérique responsable parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. Et on va regarder du coup quels axes vont nous permettre de réduire cet impact. Donc le numérique responsable, c'est l'amélioration de l'empreinte écologique et sociale du numérique. C'est vraiment pas que de l'écologie, c'est vraiment social aussi. Donc c'est en lien avec le développement durable, dont la définition est la suivante. Répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. J'ai un schéma après qui explique. Donc voilà, donc le développement durable, en fait, c'est la jonction de ce qu'on appelle les 3 P, people, planète et profit. Donc l'idée, ça va être d'essayer de résoudre une équation qui va satisfaire ces trois aspects simultanément. Prendre soin de la planète, prendre soin des personnes, et s'assurer une prospérité et une viabilité économique, parce qu'on vit encore dans une société capitaliste pour le moment. Donc, voilà, si on pouvait... Voilà. Voilà, donc là, vous avez aussi... Voilà, ça vous donne une image aussi de ce que c'est que ce qu'on appelle le commerce équitable, dans quel axe il se met. Voilà. Mais le développement durable, c'est vraiment la jonction des 3. Donc on va regarder dans un premier temps ce qu'on peut faire pour améliorer la dimension environnementale du numérique. Donc on a vu, j'espère que vous avez compris que la cause principale de la pollution du numérique, c'est l'extraction des minerais, et donc le renouvellement du matériel. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte de diminuer ce renouvellement de matériel? Donc on dit que le déchet qui pollue le moins, c'est celui qu'on ne produit pas. Et ben en fait, on peut appliquer cet adage à notre domaine. La première question qu'on va pouvoir se poser, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'un service numérique, en fait? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser une technologie low-tech? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une nouvelle application sur notre smartphone pour faire une to-do list qu'on n'utilisera pas comme la plupart des autres? Ou est-ce qu'on ne peut pas juste utiliser un cahier qu'on va oublier dans un cours aussi? Mais au moins, on n'utilisera pas de numérique. Et si on ne définit que si, en fait, on n'a pas le choix. Il faut vraiment qu'on ait un service numérique. On peut peut-être regarder s'il n'existe pas quelque chose de similaire. Est-ce qu'on ne peut pas réutiliser ou adapter quelque chose qui existe déjà? Alors, réutiliser ou adapter, ça va aussi nous permettre de réduire les impacts sur la production. Voilà. Déjà, c'est du temps de dev en moins. C'est déjà pas mal. Ok, ça nous enlève du boulot, mais c'est quand même bien. Mais surtout, ça va nous permettre de ne pas avoir de nouveaux serveurs qui vont tourner pour avoir une application qui fait déjà quelque chose qui existe déjà, en fait, pour avoir une application redondante. Et puis, si vraiment rien n'existe, et que faut vraiment la faire, on va pouvoir se demander si on ne peut pas réduire un peu le scope de cette application. Est-ce qu'on a besoin vraiment de toutes ces fonctionnalités? Est-ce qu'on ne peut pas réduire le parcours utilisateur à son simple minimum? Est-ce qu'on ne peut pas réduire la consommation ou l'envoi des données? Parce qu'on a vraiment besoin d'envoyer tout ça. Déjà, ne serait-ce que réduire la résolution des images. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'images en 4K pour un tout petit encart? Donc essayer de penser sobriété des données particulièrement. Et des fonctionnalités. Même si vos PO vont pas être d'accord. Mais... Et une fois qu'on s'est posé toutes ces questions, et que oui, on a fait tout ce qu'on pouvait là on peut passer on peut songer à l'éco-conception. Donc alors, il existe plein de bonnes pratiques d'éco-conception. Je ne vais pas vous les énumérer là parce qu'il y en a une centaine, plus d'une centaine. Mais voilà, si vous êtes curieux et curieuse, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au référentiel du collectif Conception numérique responsable. Là, vous avez le lien direct. Il suffit de chercher sur Internet et on le trouve facilement. Et puis l'éco-conception, ça ne s'arrête pas seulement au développement, en fait. C'est pas qu'une fois que notre application est développée et qu'elle est éco-conçue que c'est bon, on a fait notre part. Donc à moins de travailler sur un site qui est lié à un événement très ponctuel, genre les JO, et qu'on sait qu'à la fin, le truc, ça ne sera pas réutilisé,
on va essayer de faire en sorte que le service puisse être utilisé le plus longtemps possible, sur le plus de terminaux possible, et éviter son obsolescence. Donc, voilà, continuer à mettre à jour les éléments et s'assurer que sur les anciens terminaux, ça tourne toujours en fait. Donc ça, c'était pour la dimension écologique. Maintenant, on va pouvoir regarder l'aspect social du numérique responsable. Premier aspect, l'accessibilité. Nos applications, elles doivent pouvoir être utilisées par tous les êtres humains, quel que soit leur handicap, que ces handicaps soient ponctuels ou permanents. Voilà. Faut vraiment penser à concevoir les applications pour toutes et tous, et donc intégrer l'accessibilité dès la phase de conception d'un nouveau service numérique. Plus tôt ce sera mis en place, moins ce sera douloureux par la suite. Puis lorsqu'on crée des applications numériques, on a une responsabilité éthique et sociale envers nos utilisatrices et utilisateurs. Donc cette responsabilité va impliquer le respect de la vie privée, la transparence sur l'utilisation des données, et le fait d'éviter les biais et la manipulation, les fameux dark pattern marketing qu'on peut retrouver sur certains grands sites. Voilà. Donc, les utilisatrices et les utilisateurs sont des êtres humains, ils ont le droit d'être considérés comme tels, et c'est pas que des consommatrices et des consommateurs. Et puis parce que je n'ai pas assez dit, le respect de la vie privée. c'est vraiment un aspect vraiment important du numérique responsable qui va de pair avec l'éthique. Mais je voulais vraiment enfoncer le clou. Et puis pour créer des applications qui vont répondre aux besoins de tous et toutes, il faut que les équipes de conception et de réalisation soient le reflet de cette population en fait. La diversité dans les équipes de création de numérique, c'est essentiel, surtout si on veut améliorer l'impact social du numérique et s'adresser au maximum de monde. Alors, la diversité, c'est pas seulement le fait d'avoir des hommes et des femmes, c'est la mixité. La diversité, c'est avoir des personnes qui viennent d'origines sociales différentes, de cultures différentes, qui ont des modes de vie différents, des contraintes différentes. Enfin, voilà, c'est vraiment élargir. Bon, déjà, si on avait déjà plus de mixité, ça serait déjà pas mal, mais voilà, poussons un peu plus les bornes. Et puis dernier aspect, donc des 3 P, on a le fameux profit, la dimension économique. Donc la performance et l'efficacité... Et je vais boire parce que j'arrive plus à parler. Donc la performance et l'efficacité des applications va leur permettre de fonctionner quelle que soit la machine utilisée par les utilisatrices et utilisateurs. Donc on va leur éviter de devoir réinvestir dans les nouveaux terminaux. Comme je disais, 80% de la pollution vient de la fabrication des terminaux. Si vous ressortez avec un chiffre, 80% de la pollution vient de la fabrication des terminaux. C'est bon. Donc plus nos applications sont performantes, moins on va forcer les personnes à changer leur machine parce que ça rame, et plus on va limiter la pollution. Et en plus, ce qui fait que les personnes qui n'ont pas les moyens de changer de machine pourront continuer d'utiliser nos services, et ça nous fera un max d'utilisatrices et d'utilisateurs. D'où le profit. Et les applications et les logiciels doivent être pensés pour être utilisables sur la durée. On doit permettre une évolutivité et une modularité suffisante pour s'adapter aux nouvelles contraintes du futur. Donc concevoir des applications sur le long terme et pas se dire que de toute façon on s'en fout. Quand ça ne viendra plus à charge, on réécrira tout from scratch avec le nouveau framework JS qui vient de sortir. Voilà. Et puis évidemment, je ne vous l'apprends pas, en tout cas j'espère, la qualité c'est pas une variable d'ajustement. Pour que les logiciels et les applications soient performants et efficaces et durables, il faut que ça ait été conçu de manière qualitative. Alors, il y a une bonne technique qui permet de savoir si les développements s'inscrivent bien dans cette démarche de développement durable. Ça va être les fameuses 3 U, les 3 questions. Est-ce que c'est utile? Donc, est-ce que ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment utile aux utilisatrices et utilisateurs? Est-ce que c'est utilisable donc, par toutes et tous, quel que soit le terminal, quel que soit le handicap? Est-ce que c'est accessible? Est-ce que le parcours utilisateur est compréhensible?
Et puis, est-ce que c'est utilisé? Bon, alors évidemment, cette question, c'est un peu difficile de se la poser en amont. On ne sait pas trop si ça va être utilisé. Mais ça peut être intéressant de l'intégrer dans une boucle de feedback quand on regarde. Voilà. Si c'est utilisé, si c'est pas utilisé, peut-être qu'on peut couper les serveurs et aider un peu à réduire tout ça. Alors maintenant qu'on a eu un portrait de ce qu'est que le numérique responsable, on va essayer de voir comment concilier les pratiques craft avec le développement durable. Alors déjà, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le craft? Oui, ouais. De toute façon, je vais le définir. Alors, le mouvement craft, ça prend ses origines dans l'agilité. À la fin des années 2000, l'agilité commence un peu à perdre de vue l'aspect qualitatif des développements. Le but, c'est quand même de fournir un max de valeur aux utilisateurs, sans trop se préoccuper de la dette technique qui grandit tranquillement dans son coin. Hop, mais on l'oublie. De plus, dans ce moment, les développeurs, ils sont plus trop considérés. Ça devient plus une méthode de management qu'une méthode de production de logiciels. Voilà, maintenant, l'agilité, c'est dans les mains des managers. Donc en 2009, il y a un nouveau manifeste qui a été écrit, donc le manifeste pour un artisanat de logiciel, qui vient compléter le manifeste agile. Vous ne devez pas réussir à très bien lire parce que ils ont leur charte graphique est franchement pas top. Mais bon, voilà. Donc le manifeste agile dit toujours d'ailleurs, des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive. Donc là, l'idée, ça va être de rajouter, ok, mais pas uniquement des logiciels opérationnels, mais aussi des logiciels bien conçus. Le manifeste agile dit l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Donc là, ça va être pas uniquement l'adaptation au changement, mais aussi l'ajout de valeur régulièrement. Donc on a les individus et les interactions plus que les processus et les outils. Donc pas uniquement les individus et leurs interactions, mais aussi une communauté de professionnels. Et la dernière valeur du manifeste, c'est la collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle. Et là, on va ajouter, mais aussi des partenariats productifs. Voilà. Et c'est tout. Le craft, ça s'arrête là, en fait. Il n'y a que le manifeste, en fait, qui définit ce que c'est que le craft. C'est vraiment, avant tout, des valeurs. Donc voilà, la qualité, le professionnalisme, les relations. Vous entendez sûrement parler de beaucoup de pratiques et qu'on va associer au craft, le TDD, le BDD, le DDD, enfin les DD. Toutes ces pratiques, ça va uniquement venir en appui à la mise en application de ces valeurs. Si le manifeste, c'est quelque chose qui vous parle, vous pouvez vous considérer comme crafter, en fait. Même si vous n'êtes pas expert des DD. Pas besoin de savoir faire tous ces DD pour se considérer crafter. Alors il y a des pratiques craft qui sont déjà ancrées, voilà, qui sont déjà responsables. La première, le professionnalisme. Alors on a tous à cœur de bien faire notre travail et qu'il soit utile aux utilisatrices et utilisateurs. Et puis la qualité, c'est un aspect non négociable, donc on va essayer autant que faire se peut de développer des logiciels performants. Enfin, je crois que j'ai jamais parlé à un développeur dont le but était de faire un logiciel qui ramait. Enfin, j'ai du mal, mais il y en a peut-être, mais je ne les ai pas rencontrés. On a aussi la valeur de partage et de transmission qui sont au cœur des pratiques craft et qui sont aussi très présentes dans la communauté de dev en fait. Alors, on aime partager nos connaissances, on aime partager nos expériences, nos erreurs aussi, même si c'est un peu plus difficile, mais voilà, échanger avec nos pairs. Dans le craft, il y a une pratique, donc le binomage, ou alors le software teaming. Donc software teaming, c'est le nouveau nom pour mob programming. Il faut suivre, c'est pas facile. Voilà, donc en tout cas, ce sont des très bons exemples de cette pratique. Voilà, les conférences, les open space, les meet-up, tout ça, voilà, c'est vraiment des choses qui sont déjà ancrées et qui sont là, et c'est plutôt cool. Le mentorat aussi se fait de plus en plus présent dans la communauté, c'est une très bonne chose. Donc l'accompagnement et la transmission des bonnes pratiques,
ça se fait plus efficacement quand c'est un dev senior qui va prendre sous son aile une personne plus junior pour l'aider à monter en compétence. Donc l'amélioration continue, c'est un des piliers de l'agilité quand même. Donc en tant qu'artisan du logiciel ou même en tant que dev, en fait, on met en œuvre cette pratique au quotidien pour essayer de tendre vers un code plus lisible, plus efficace, plus utile. Voilà. Ça serait bien qu'on mette aussi en place cette pratique pour rendre notre secteur plus responsable. Voilà. Peut-être. Le pragmatisme. Alors c'est un peu dévoyé comme nom, hein, mais on va reprendre la définition exacte de ce que c'est que le pragmatisme. C'est la capacité à s'adapter aux contraintes de la réalité. Voilà. Donc on est tous conscients qu'il faut garder les pieds sur terre et que parfois, faut accepter de ne pas faire les choses aussi bien qu'on le souhaiterait pour satisfaire les besoins, les demandes de nos utilisatrices et utilisateurs, et puis il y a des contraintes extérieures qui font qu'on n'a pas toujours la main sur ce qu'on peut faire. Il faut rester pragmatique et faire les choses. Et puis comme on est pragmatique, on se pose aussi la question de l'utilité ou non de l'application qu'on est en train de développer. Peut-être qu'elle n'est pas utile. Et peut-être qu'il faut se remettre en... Oui, bon. Après on a des gros cas de conscience. Alors, même si ce n'est pas du tout une pratique craft, j'avais très envie de mettre en avant cette pratique qui devient de plus en plus populaire. Et c'est une bonne chose pour la planète. Donc le télétravail. Moins de trajets, ça veut dire moins d'émissions de CO2, tout simplement. Alors vous allez entendre des avis contraires qui vont dire oui, mais qui dit télétravail, dit chauffage des logements individuels, dit forcément émissions de CO2, consommation de l'énergie. Voilà. Faut quand même noter que le secteur des transports et particulièrement de la voiture individuelle, c'est quand même le plus gros émetteur de gaz à effet de serre actuellement. Donc plus on va réduire ces émissions, et mieux ce sera. Et puis finalement, le télétravail, c'est aussi positif socialement. Pareil. Mais oui, on ne peut plus aller au resto avec les collègues le midi, on ne peut plus socialiser avec les gens pareils que nous, en fait. Voilà. En fait, le télétravail, ça va nous permettre aussi d'avoir plus de temps à consacrer à notre famille, puis on va avoir du temps pour s'impliquer dans des associations un peu autour de nous et rencontrer des gens qui ne sont pas tous dans le numérique. Voilà. Essayer de sortir un peu de nos œillères et de l'entre-soi qu'on peut avoir un peu dans notre domaine. Mais tout n'est pas rose, évidemment, parce que sinon je ne serais pas ici pour vous en parler. Il y a quelques points de vigilance. Le premier, c'est le choix des outils. Alors on va recommencer à faire un petit sondage. Qui parmi vous a déjà mis une fois à jour son IDE préféré, ou son OS, peu importe, et s'est retrouvé avec sa machine qui s'est mise à ramer tellement qu'elle était inutilisable? Voilà. C'est clairement un des problèmes auxquels on est confronté si on ne fait pas particulièrement attention aux outils qu'on utilise au quotidien. Alors je dis pas qu'il faut revenir à VI pour coder. Faut déjà réussir à en sortir aussi. Enfin bon, bref. Mais essayez de trouver des IDE qui soient un peu moins gourmands en ressources, ou ne serait-ce que ne pas installer tous les plugins de la Terre sur votre IDE. Plus nos machines vont être performantes, et plus les outils vont devenir gourmands en fait. Parce que c'est bien, c'est confortable, il y a de la place, là, on peut s'étaler, et ils prennent toute la RAM. Est-ce que vous utilisez vraiment 100% des fonctionnalités de votre IDE? Est-ce que vous utilisez vraiment tous les plugins que vous avez installés? Je suis sûr que vous en avez. Vous savez même plus qui sont là. En fait. Essayez de trouver des outils avec lesquels vous êtes efficace et essayez de les rendre un peu plus légers. Voilà. Faire une petite cure d'amaigrissement de tous vos outils. Et quand je parle des outils, j'inclus également les IA génératives qui sont assez à la mode en ce moment, et ça devient actuellement des aides quotidiennes au développement. Alors, qui parmi vous utilise Copilot, ChatGPT ou une autre IA pour quotidiennement ça fait une bonne portion. Est-ce que vous connaissez leur impact écologique? Voilà. Alors moi j'ai les alors oui,
Une requête ChatGPT utilisait 6 fois plus de ressources qu'une requête Google. Alors je ne peux pas donner exactement la valeur. Moi je sais que l'info que j'ai, c'est que l'entraînement seul de l'IA de GPT-3, ça a émis 502 tonnes de CO2. Donc 502 tonnes de CO2, c'est plus de 205 vols aller-retour Paris-New York. Juste pour l'entraînement. Alors après, effectivement, il y a chaque requête où ça va aussi avoir pas mal d'impact. Alors, peut-être qu'il faut réserver l'utilisation de ces IA aux situations extrêmes, en fait. Quand on n'a pas trouvé la solution sur Stack Overflow, quand on va vraiment utiliser, et quand on est vraiment bloqué, et pas simplement pour générer des setters et des getters dans notre code. Voilà, l'utilisation de Copilot que j'ai vue, c'était beaucoup de génération de code que l'IDE sait faire tout seul. Quand on sait bien utiliser nos outils, on n'a pas besoin de faire appel à des IA. Mistral a une... Je connais pas Mistral, je suis désolée. Voilà. Je creuserai. Mais bon. Donc après le choix des outils, il y a le choix des technos. De la même manière que vous choisissez les outils avec lesquels vous travaillez, j'imagine bien que vous réfléchissez aux technos que vous allez utiliser sur vos projets. Enfin, j'espère. Mais quand vous choisissez vos technos, est-ce que vous réfléchissez à leur impact écologique et social avant de faire le choix? Est-ce que cette techno va être optimisée dans votre cadre d'utilisation? Est-ce qu'elle va être pratique pour les développeuses et développeurs qui vont travailler avec vous? Mais est-ce qu'elle va aussi être pratique pour les ops, qui font aussi partie de l'équipe, ou pour les utilisatrices et utilisateurs finaux? Est-ce que votre page va être calculée à chaque fois, à chaque affichage, avec le framework que vous avez choisi? Est-ce que la techno n'a pas été choisie uniquement pour améliorer le CV, voilà, au détriment de l'utilisabilité de l'application? Autrement dit, est-ce que vous faites du CV-driven development ou pas? Voilà. Donc on va essayer de faire des applications simples qui vont résoudre les problématiques des utilisatrices et utilisateurs et qui vont le faire bien. Et on arrête de faire des usines à gaz et des progiciels qui font tout mais rien de bien, et on va se recentrer sur les besoins des utilisateurs. C'est le cœur de l'agilité en fait, ce que j'en dis. Il faut recentrer. Donc les communautés Craft, et pas que Craft d'ailleurs, sont connues pour être plutôt élitistes. La communauté de Craft est même considérée par beaucoup comme une communauté de gatekeepers. Alors, le gatekeeping, c'est l'activité qui consiste à contrôler qui a accès à certaines ressources, et qui va avoir accès au pouvoir et aux opportunités, et qui n'y aura pas accès. Je suis co-organisatrice du Meetup Software Crafters de Nantes, et j'entends beaucoup de gens qui n'osent pas venir au Meetup, ou aux conférences Craft d'ailleurs, parce qu'ils pensent qu'ils ne seront pas acceptés, que ce sont des événements pour l'élite des devs. Ça me fait très mal à chaque fois. Et ce gatekeeping, il se retrouve plus largement dans le numérique, quand on regarde des communautés par techno aussi. Voilà, voilà. On va cracher un peu sur le langage qui commence par un P, qui finit par un P. Voilà, bon, voilà, il y a des guéguerres entre les différents langages de programmation. Alors ça fait souvent rire, ça fait sourire. C'est rigolo de cracher sur PHP ou sur le no-code ou autre. Mais c'est vraiment assez symptomatique du problème. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on souhaite? Est-ce qu'on ne peut pas remettre en question nos façons de communiquer pour être plus ouverts et plus accueillants envers tout le monde? Ouais, je crois profondément dans les valeurs du craft, et franchement ça me fait vraiment mal au cœur de voir l'image que projette la communauté craft, ou même la communauté numérique globalement, qui est vraiment renfermée et qui a du mal à s'ouvrir envers les autres. Et on ne fonctionne pas tous de la même manière. Donc certains apprennent bien avec des livres, donc on a besoin de mise en pratique concrète ou de vidéos explicatives. Voilà, donc notre communauté prône beaucoup la lecture de livres pour apprendre de nouvelles techniques ou de bonnes pratiques. Mais alors comment font les personnes dyslexiques ou neuroatypiques, ou celles qui n'arrivent pas à apprendre en lisant des livres en fait? Donc de facto, elles vont avoir du mal à s'intégrer parce qu'elles n'ont pas pu prendre de
connaissance de ces livres de référence. Donc essayons d'être un peu plus ouverts. Voilà. L'apport de diversité dans la communauté sera forcément bénéfique. Je continue de marteler le message. Et tant qu'on parle de livres de référence, donc la communauté craft, un peu comme toutes les communautés tech, a une fâcheuse tendance à s'orienter vers du dogmatisme. Alors dans le craft, je parle des communautés que je connais particulièrement, on a parfois l'impression que le DDD ou la programmation fonctionnelle, c'est des nouvelles religions et qu'il y a point de salut au-delà. Voilà. On a la Bible Clean Code, qui en est un bon exemple. Et voilà, les devs qui n'ont pas lu Clean Code, ils n'ont pas vu au chapitre, malgré le fait que l'auteur de Clean Code soit particulièrement toxique aussi. Hein. Moi, Clean Code, je l'ai jeté et je ne veux plus en entendre parler. Voilà. Donc essayons de reprendre notre pragmatisme encore une fois et essayons de réaliser des logiciels utiles, utilisables, sans tomber dans les effets de mode des nouvelles tendances. Peut-être que la meilleure manière de gérer le projet, ça sera du cycle en V. Très bien. Peut-être qu'il faudra faire de la programmation objet ou du no-code, mais parfait. Enfin, si c'est la meilleure façon d'atteindre le but et que l'utilisateur est un logiciel fonctionnel, allons-y. Moi, je vous propose de regarder si... donc je vous ai présenté le manifeste Craft tout à l'heure. Je vous propose de l'amender aussi, parce qu'on fait des manifestes de manifestes, pour essayer de le rendre un peu plus responsable. Donc on a pas seulement des logiciels opérationnels, mais aussi des logiciels bien conçus. J'aimerais bien rajouter qui limitent leur impact environnemental. Alors comme, je ne sais pas si vous êtes très à l'aise avec le manifeste agile, il y a 4 valeurs et il y a 12 pratiques. J'ai fait aussi quelques pratiques, j'en ai pas fait autant. Donc la première, ce serait l'optimisation. Alors nous optimisons régulièrement les logiciels que nous créons afin de réduire les flux réseau et la quantité d'énergie nécessaire à les faire fonctionner. Deuxième pratique, la durabilité. On va essayer de faire en sorte que nos logiciels soient conçus pour fonctionner durablement, quelles que soient les évolutions matérielles ou logicielles à venir. Oui, j'ai fait que 2 pratiques par valeur. Deuxième valeur, pas seulement l'adaptation au changement, mais aussi l'ajout constant de valeur. Et seulement quand elle est démontrable. Quand c'est nécessaire et démontrable. Donc notre attention va porter sur la réalisation de logiciels réellement utiles aux utilisateurs et utilisatrices et qui vont leur faciliter la vie ou leur faciliter le travail. Et puis on va éviter la course à la croissance. Donc, nos logiciels vont avoir pour ambition de répondre à une problématique de nos utilisatrices et utilisateurs et de le faire bien. Troisième valeur, je n'ai pas perdu le compte, pas seulement les individus et les interactions, mais aussi une communauté de professionnels qui va inclure tout le monde, sans discrimination ni élitisme. Donc on va accueillir à bras ouverts les débutants. Notre communauté est ouverte à toutes et tous, quel que soit leur niveau d'expérience. Les débutantes et débutants sont les bienvenus et toutes les opinions sont écoutées avec la même importance. Il y a des trucs que je devrais mettre en gras, mais en fait j'ai envie de tout mettre en gras. Et puis, donc, toujours cette notion de mentoring, nous proposons d'accompagner les débutantes et les débutants ou toute personne souhaitant se perfectionner dans la mise en œuvre des bonnes pratiques de code, voilà, en encourageant un accompagnement personnel de type mentoring. Et puis la diversité, j'aurais dû le mettre en premier point en fait. Nous accueillons toutes les personnes, indépendamment de leur sexe, identité, expression de genre, orientation sexuelle, invalidité, apparence physique, taille, origine, âge ou religion. Et si j'en ai oublié, je m'en excuse. Ça sera à compléter. Ça va être collaboratif. Et dernière valeur, pas seulement la collaboration avec le client, mais aussi des partenariats productifs qui améliorent l'impact social. Donc prise en compte de l'accessibilité dès la conception, on va s'engager à prendre en compte les bonnes pratiques d'accessibilité dès la conception de notre application pour garantir une expérience agréable à tous nos utilisatrices et utilisateurs. Et on va s'engager à prendre en compte... Attendez, j'ai un petit problème. À ce que nos développements n'aillent pas à l'encontre d'un des objectifs de développement durable de l'ONU.
Alors, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Les objectifs de développement durable de l'ONU. Mais qu'est-ce que c'est? Les voici. Donc l'ONU a défini 17 objectifs de développement durable. Et qui vont de pas de pauvreté à inégalité réduite ou améliorer, enfin, ne pas aller en compte de la vie terrestre. Si vous arrivez à faire en sorte que vos développements viennent en appui à un de ces 17, ne serait-ce que un, si c'est plus, c'est encore mieux, un de ces 17 objectifs de développement durable, franchement, c'est génial. Mais déjà, si vous arrivez à faire en sorte que vos développements n'aillent pas à l'encontre, c'est déjà bien. Et honnêtement, c'est pas si compliqué que ça. À moins de travailler pour Total ou l'armement, où là, effectivement, ça peut être un peu délicat. Mais globalement, je pense vraiment que c'est faisable et que si on les garde en tête quand on commence nos devs, il y a moyen d'y arriver. Et puis derrière valeur, voilà. Nous nous engageons à ce que nos développements ne puissent pas nuire directement ou indirectement à un autre être vivant. Voilà, une espèce de do no harm. Donc pour conclure, en fait, adopter une démarche craft, c'est un peu apporter du care dans notre métier. Alors c'est le moment où on va distribuer des petits cœurs, ça va faire du bien. Donc le craft, c'est prendre soin du code et de nos pratiques de développement, avec la mise en place de pratiques permettant d'améliorer la qualité du code et son évolutivité. Ça va être aussi prendre soin de ses collègues, avec le mentoring, le partage, le binômage et la qualité, toujours. Ça va être prendre soin des utilisateurs, avec la qualité. Je vais peut-être ainsi que la volonté de faire des logiciels utilisables et utilisés. Et j'aimerais ajouter que ça serait bien que le craft, c'est aussi prendre soin de la planète, avec toutes ces notions d'éco-conception. Et puis plus globalement, prendre soin de la société, en général. C'est bon? On s'y met tous ensemble? Je vous remercie. Il reste 4 secondes pour les questions. Voilà, donc si vous avez des questions ou des remarques... Donc c'était plus une remarque qu'une question. Voilà, mais en fait, on n'a plus le temps, je suis déjà hors timing. J'ai bien une réponse, mais elle sera politique, donc je ne la donnerai pas maintenant. Voilà. On pourra en parler après. Je pense que... Voilà, merci.